Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Affirmer que l'idée qu'un peuple se fait de son histoire n'étant presque rien inscrite dans les faits, peut paraître à la fois choquant et banal. Or, ce n'est rien d'autre que le nécessaire point de départ d'une analyse en termes de représentation. Nombreux sont ceux, et je les citerai tout au long de ce livre, qui se sont penchés sur le comment et le pourquoi des représentations cinématographiques de l'histoire. Ce qui distingue mon approche de la leur, c'est que je le fais en sociologue. Ce qui m'intéresse, ce sont les processus sociaux qui se cachent derrière, que ce soit le fonctionnement du champ cinématographique ou le savoir tacite du spectateur auquel le film fait appel. Ne peut-on pas dire qu'un film de fiction est le sommet visible d'un iceberg social gigantesque et même, déployons la métaphore, titanesque ? De plus, le cinéma exerce une incroyable fascination sur nos contemporains. Les foules se pressent pour voir Indochine, La Reine Margot, Titanic ou Jeanne d'Arc. Le cinéma est un objet majeur pour le sociologue ne voulant pas manquer son rendez-vous avec les éléments significatifs de la culture, selon la formule de Max Weber. L'histoire est une question d'identité. Les Français, comme probablement tous les peuples d'Europe, sont des passionnés d'histoire ou du moins persuadés de l'être. Leur goût passéiste est ancien. La monarchie française médiévale s'est réclamée plus que n'importe quelle autre de l'histoire et a fait pénétrer dans le cœur des Français, par des cérémonies, par de la propagande, par des monuments, l'idée qu'ils étaient un peuple riche en histoire et que c'était une partie de leur identité profonde. Philippe Joutard parle d'une passion française, l'histoire. Mais c'est une passion partagée. La fiction historique avait une place privilégiée dans la culture occidentale pendant des siècles, d'Homère à Tolstoï, Yourcenar, Sienkiewicz ou Michelet, en passant par Shakespeare, Hugo. C'est de cette tradition qu'est né le film historique. L'originalité française réside peut-être dans l'utilisation précoce et continue de l'argument historique, bien avant la période révolutionnaire. André Burguière va plus loin. Ce qui fait problème en revanche, et désigne l'histoire comme un trait de singularité, c'est le caractère exorbitant de cette présence et la ferveur quasi-religieuse que lui vouent les Français. La culture française tout entière se serait tournée vers le passé après 1968. Cette mode rétro se diviserait en deux tendances selon Pascal Horry. L'archéophilie, engouement pour musées, monuments nationaux ou archives, d'une part et rétrophilie, chaque famille de l'expression culturelle cultiva désormais son propre passé reconstruit d'autre part. Reprise, référence, remake. C'est la généralisation de l'autoréflexion, une réflexion sur le passé de la représentation elle-même. Au cinéma, utilisation des images d'archives dans les films de fiction, renvoi parfois ironique au schéma et canon de représentation. Au cinéma, tout serait parti du chagrin et la pitié. L'histoire incarnée et la reviviscence lancèrent au public le défi du passé toujours présent, fait de grandeur et de zones d'ombre. En effet, avec le retour du refoulé, du non digéré dans les années 70, les Français redécouvrent leur histoire récente qu'ils baptisent mémoire, puis cherchent à contenir l'obsession mémorielle, et enfin partent à la recherche d'une juste mémoire pour ne pas être happés par l'histoire. Il faut croire que l'histoire et la mémoire sont à la mode, depuis quelques décennies. Devoir de mémoire pour les uns, pour les autres un passé qui ne passe pas, une obsession mémorielle. Il se trouve en effet qu'au même moment, le même type d'interrogation apparaît en France, procès pour crimes contre l'humanité, et en Allemagne, les débats d'Ivalzer-Bubis ou Goldhagen. Partout l'aporie du trop et du trop peu de mémoire. Les Français seraient entrés dans une nouvelle ère, celle des commémorations et du devoir de mémoire. Aussi, la juste mémoire devient-elle pour Paul Ricoeur un thème civique, en même temps que sujet de réflexion philosophique. 1. Une épistémologie sociale de l'histoire au cinéma. Quel est le statut socioculturel du film d'histoire ? Comment construit-il un passé authentique et vraisemblable ? Pour répondre à ces questions, je propose ici une sociologie du film historique. Les films historiques étant définis de la manière suivante: tous les films dont la diégèse est manifestement antérieure à l'époque de la réalisation. Il ne s'agit donc de faire dans ce travail ni une histoire du film, ni une sociologie historique du film non historique, ni une étude du film en tant que document historique. Le livre fondateur de Marc Ferraud, Cinéma et Histoire, permettait toutes ces interprétations de la diade, film-histoire. Objet de réflexion directe ou simple cadre de l'intrigue,
Le film historique se définit également comme en costume, un genre auquel le sociologue s'intéresse plus que l'historien. Si notre définition se limite à l'idée d'antériorité de la diégèse par rapport à l'époque de production du film, elle se double de 4 caractéristiques supplémentaires, qui s'y ajoutent au sens idéal typique. Troisièmement, il est également hétéronome au sens culturel. Il se retrouve souvent à l'ordre du jour intellectuel, dans les autres médias, et enfin, dans sa visée, le film historique, y compris le film en costume, souhaite être authentique, d'une manière ou d'une autre, être fidèle aux faits, même en récusant ceux-ci. Un texte allemand destiné aux futurs professeurs d'histoire rappelle en termes simples la particularité distinctive du cinéma historique tel que nous le concevons. Les films de fiction appliquent une stratégie de l'authentification à l'intérieur même de la diégèse. La méthode sera celle de l'analyse de films, des études de cas approfondies, mais aussi l'étude du fonctionnement du champ cinématographique et une relecture de l'histoire du cinéma comme sociologie du cinéma, des biographies de cinéastes aux écoles, en passant par la description des structures de production ou de subvention. Au niveau théorique, ces analyses seront guidées par la sociologie de la culture, de Karl Mannheim à Pierre Bourdieu, la sociologie et l'histoire de la mémoire collective et culturelle, de Maurice Halbwachs à Jean Assmann, l'histoire culturelle, de Norbert Elias à Georges Duby, l'histoire des politiques culturelles, Pascal Horry, etc., mais aussi les œuvres inclassables de certains philosophes, de Deleuze à Polanyi. Pierre Sorlin avait défini l'objet de la sociologie du cinéma comme étant l'étude de la logique propre au milieu du cinéma comme ensemble social de production culturelle. Quelles sont dès lors les conditions sociales de construction, d'invention et de production de l'histoire ? L'épistémologie sociale de l'image que nous proposerons sera une sociologie de l'art, de la culture et de la connaissance, par-delà la dichotomie de la lecture interne et de l'analyse externe de l'art. Cette conception s'inspire très largement de celle de Pierre Bourdieu. J'entreprends en effet de dessiner le schéma du champ cinématographique français à différentes étapes de son évolution, tout en relativisant le cadre d'analyse nationale et l'importance que Bourdieu accorde aux influences venues du champ politique. Si le cinéma produit bien une connaissance spécifique du passé, ni vérité historique, ni reflet du présent, fonction de la structure, du champ, de son évolution, mais aussi des modes de représentation qui sont les siens, il faut leur dessiner les contours d'une épistémologie sociale de l'image, de la temporalité multiple, complexe du film Palimpseste, Lindeperg, 1997, ce que l'image, des intertitres au bruit et cadrage, nous fait percevoir de la réalité, du passé que le film nous présente comme authentique. Au concept de champ cinématographique, ou culturel, intermédiaire entre l'agent et le champ social, s'ajoute celui de représentation, terme médian d'une part entre passé et présent, et d'autre part entre horizon d'attente, la réception, le public, et horizon de signification des passés, représentés par l'œuvre, tels qu'ils sont produits et perçus à l'intérieur du champ. Or ces horizons sont évidemment d'ordre culturel. Ces différentes dimensions de la culture, entendues au sens large, et d'autres encore, de l'anthropologie des rites de commémoration aux modes intellectuels successives, influencent les représentations cinématographiques des événements et périodes historiques. Il s'agira de peser leur poids respectif dans les cas, c'est-à-dire les films, concrets. Constitué en champ, le cinéma est le lieu social privilégié de la représentation de l'image-temps. Ses coûts, son importance symbolique et sa consommation de masse en font de surcroît un objet d'analyse sociopolitique important. En même temps, le cinéma fonde un rapport de réception socioculturelle particulier entre le spectateur visé, fort de son savoir tacite, au sens de M. Polanyi, et le passé reconstruit comme monde de la vie, Lebenswelt, sur grand écran.
Depuis l'âge d'or français et européen des films en costume dans les années 60, puis la nouvelle histoire sur écran et le tournant désacralisant du milieu des années 70, le cinéma ne cesse de s'intéresser à l'histoire. Que ce soit les spectaculaires superproductions américaines, françaises ou autres ou d'un autre côté, une réflexion de plus en plus approfondie, documentaires, films de montage et quelques films de fiction questionnant tous ces sous-genres, de Marie-Antoinette, Sofia Coppola, au Fils de Saul, Laszlo Nemes. Il s'agit en effet de mesurer le poids relatif des différents facteurs sociaux, culturels et iconiques qui influencent les représentations de l'histoire, facteurs nationaux, internationaux et intranationaux. D'une part donc l'État-nation, socialisation, politique culturelle, et d'autre part des traits thématiques communs relevant de la culture européenne, des caractéristiques cinématographiques, contraintes techniques standards ou traits stylistiques communs à une époque, dramatiques, icono-historiques, etc. Par ailleurs, à l'intérieur même d'un pays, d'autres lignes de force et de partage traversent les représentations du passé. Les positions au sein du champ cinématographique, l'appartenance à diverses écoles, par exemple, le cinéma vérité qui se détourna de l'histoire, à des générations, les jeunes loups de la nouvelle vague ou cohorte, traumatisme mémoriel lié à la guerre, également l'évolution du rapport du champ cinématographique au champ politique, rapport de force et agenda, et enfin, des traits culturels séparant ou transcendant les diverses classes ou couches sociales au sein des spectateurs, les élites et la masse des consommateurs, etc. Depuis Platon, l'image serait doxique et le texte épistémique. Le cinéma combine, paradoxalement, l'illusion de réalisme de l'image-mouvement avec cette méfiance viscérale de la civilisation occidentale à l'égard de toute image. L'emploi du terme cinéma subit ici deux restrictions majeures. La première consiste à ne prendre en compte que les longs métrages de fiction produits pour le cinéma. Le choix d'exclure les documentaires s'explique d'abord par l'exigence d'éviter l'éparpillement, mais surtout par la temporalité que les films de fiction ont en propre et le rapport plus complexe qu'ils entretiennent avec ce que l'on peut appeler, faute de mieux, la réalité. Mais surtout, les conditions de production, notamment les ressources mobilisées, sont incomparables. Je m'appuierai sur la distinction proposée par l'anthropologie de la littérature, Wolfgang Iser, pour séparer documentaires et films de fiction. Ces derniers sont le fruit, au sens anthropologique, d'un geste de transgression, ce qui n'est pas le cas des documentaires. De même, je séparerai cinéma et télévision. En effet, pour le dire dans les termes de Durkheim, le film au sens sociologique est aujourd'hui sacré par opposition à la télévision qui est restée, elle, profane. Le prestige social du cinéma, sa consommation ritualisée, ses conditions de production très particulières plaident dans le même sens. Le cinéma en tant que milieu social spécifique a sa logique propre qui n'est pas celle de la télévision. Ce que Jacques Aumont dit du réalisme, c'est ce que nous dirons de la vraisemblance, qui est un ensemble de règles sociales, visant à régir le rapport de la représentation au réel de façon satisfaisante pour la société qui pose ces règles. Représenter le passé, c'est donc aussi le refigurer, reconvoquer, remobiliser, reconstituer, reconstruire, voire, le réinventer, pour instituer un rapport au réel auréolé des marques de la vraisemblance. La représentation sera ici conçue comme une apprésentation au sens de Husserl. L'apprésentation est quelque chose qui indique, ou décrit de manière signifiante, significantly, quelque chose d'autre. Cette conception renvoie à l'idée d'objet intentionnel, chère aux phénoménologues et au concept de savoir tacite que nous emprunterons à Michael Polanyi. La présentation est en effet une expérience actuelle qui réfère à une autre expérience qui n'est pas actuellement donnée. Par exemple, lorsque nous percevons un objet, nous ajoutons immédiatement à notre image mentale de celui-ci des aspects qui ne sont pas dans le champ de notre perception, tels que la couleur et la forme de sa partie arrière. L'idée des aspects ou horizons, c'est-à-dire de quelque chose d'autre que ce qui est là, ici et maintenant, renvoie à un processus sémiologique. La représentation au sens d'apprésentation est un processus socio-sémiotique, au cours duquel le savoir tacite des spectateurs est mobilisé par les images qui leur sont données à voir. La théorie, développée par Norbert Elias et redécouverte depuis peu, s'avère particulièrement inspirante pour notre. La France, dans cette perspective, se placerait dans le registre que lui avait déjà attribué Norbert Elias, celui de la civilisation,
celle du présent et de l'avenir, du progrès et de l'individu comme valeur centrale, de la conquête, de la réadaptation des objectifs en fonction des impulsions venues de l'extérieur. Besson va dans ce sens en modernisant et mondialisant sa Jeanne, tout en sauvegardant l'essentiel de l'iconographie d'un Moyen-Âge glauque et cruel, celui-là même qui accueille Christian Clavier dans Les Visiteurs. Jeanne d'Arc a sauvé le dauphin et repart au combat à présent, pour sauver le film français. Citons La guerre est finie de Resnais ou si l'on replace les flashbacks selon leur place dans la suite du temps cosmique, on obtient une suite du type passé sombre flèche vers la droite présent dans l'expectative flèche vers la droite avenir heureux, grâce à la mort imminente de Franco, un passé qui s'élance vers l'avenir, des jours meilleurs. Dans La vie est un roman, Resnais, on retrouve un syntagme en accolade représentant la Première Guerre mondiale. Resnais joue, il reconstruit la guerre autour de la maquette du château, ce sont des pétards qui explosent et non des bombes. Resnais tourne la guerre en dérision, le dénature, il n'entre pas dans l'histoire, il prend prétexte de la Grande Guerre pour nous montrer une guerre. La bande-son nous a montré un autre aspect eidétique. La musique dans les films français est orchestrale et illustrative. Quant à la voix off, elle survient essentiellement au début et à la fin et s'efforce d'être authentique sans être personnelle. Le film français très souvent ne quitte pas le présent, quand il le fait, c'est pour partir vers un passé lointain. Un cinéma français hésitant entre le même et l'altérité radicale de l'autre. En ce qui concerne le monde des objets, le cinéma français est expressif, tout en étant toujours déchiré entre une surreprésentation et une sous-représentation de l'histoire, la redondance par exemple. Les perruques surabondantes dans Tous les matins du monde, et le laxisme par exemple. Le théâtre en papier qui se tortille quand Lucas pousse son dos contre le mur dans une des dernières séquences du dernier métro. Dans les films français, c'est plutôt une certaine linéarité qui domine, des agents qui avancent, de la longue marche du journal d'un curé de campagne à la foule en marche de Jaco de Nantes ou de Marie-Antoinette, en passant par l'itinéraire d'un enfant gâté. La dimension horizontale, cadrage, et celle de la profondeur de l'espace-temps, profondeur du champ, prévalent dans le cinéma français à travers les travelling. Dans les films français, on voit l'histoire de loin sur des plans d'ensemble, comme ce seul char dans Les Carabiniers, où la caméra suit imperturbablement en travelling latéral les héros sur leur chemin du progrès de la civilisation, comme dans La guerre du feu. Le temps n'est aboli que pour nous faire plonger dans le processus de construction des souvenirs, peu importe leur contenu, Robbe-Grillet ou Resnais. Le flashback ne nous fait pas découvrir une autre époque mais un autre âge du héros, les choses de la vie. Le public se découvre acteur, agent de l'histoire, à la manière des spectateurs de 1789, transformés en une foule révolutionnaire en liesse. 2. Cinéma et histoire. Un projet scientifique inachevé. Cinéma et histoire est le manifeste de ce que l'on appelle parfois l'école Ferraud. Ce volume se voulait l'ouvrage fondateur d'une science historique du cinéma. Il ne s'agit plus d'une simple histoire du cinéma, mais d'un nouveau domaine de la connaissance. Dans le champ des sciences humaines et sociales françaises, c'est en effet Marc Ferraud qui a érigé le cinéma en objet d'histoire à part entière. Il s'agissait d'étudier les films comme des documents, et de procéder ainsi à une contre-analyse de la société. Pour beaucoup d'historiens, il a bel et bien fondé une école, Cinémaction, construit un numéro entier autour de sa personne et son œuvre, Cinéma et Histoire autour de Marc Ferraud. Pourtant, Ferraud lui-même dit avoir volontairement écarté tout film historique. Le but était bien d'analyser les films d'un point de vue d'historien et non d'analyser des films historiques. J'ai voulu éviter d'y mettre des films historiques, me déclarait-il. S'il y en a pourtant dans son livre, il n'y en a pas beaucoup. Le livre ne traite pas du film historique, mais du film histoire, c'est-à-dire des films anciens qui deviennent objet ou source de la discipline histoire. Son livre est néanmoins devenu l'ouvrage de référence en matière de cinéma historique. Un peu par malentendu. À tel point que toute une série d'ouvrages, y compris dans les années 2000, s'inscrivent dans cette tradition de la non-distinction du film histoire, film document ou cinéma de l'histoire prise sur le vif, et du film historique. Ce n'est qu'en 1998 que paraît un livre dans ce domaine de recherche, où la marque Ferraud ne prévaut plus, où il n'est cité qu'une seule fois en tout et pour tout. Arlette Farge y revendique de manière ouverte le fait d'une rupture respectueuse avec l'école de Ferraud,
mais sans en expliciter les raisons. On pourrait presque dire que ce thème est dans le vent, après avoir été apprivoisé, mais de manière différente, il y a déjà plus de 10 ans par Marc Ferro. Ferro constate qu'il existe plusieurs façons de considérer un film historique. La plus courante, héritée de la tradition érudite, consiste à vérifier si la reconstitution est précise. En effet, l'historien suppose un référent historique qui se cache in fine derrière les sources diverses, classiques ou filmiques. Malgré les apparences, malgré la recherche d'un sens caché, et malgré la reconnaissance par Ferro de la spécificité du film en tant que mode d'expression autonome, son approche présuppose un réel à connaître, même s'il ne condamne pas, comme le font certains de ses condisciples, ceux qui s'en éloignent. Ferro distingue les films dont l'histoire n'est que le décor, c'est là que nous parlons de passé, de ceux dont elle est l'objet, là nous parlerons précisément d'histoire. Mais il relativise aussitôt cette opposition, en lui préférant celle des films qui caressent le spectateur et où le pouvoir dans le sens du poil et ceux qui dérangent, les apologies et pensées dominantes d'un côté, les démystifications et courants minoritaires de l'autre. Bref, les films qui reproduisent les légendes et ceux qui brisent les tabous, les hérétiques. Partant, une autre taxinomie est également proposée par Ferro, proposition pour une classification globale des films dans leur rapport à l'histoire, il y distingue 4 foyers. Aux idéologies dominantes et aux visions d'opposition s'ajoute la mémoire sociale ou historique qui survit par la tradition orale, et enfin les interprétations scientifiques. Il distingue par ailleurs 4 modes d'approche, selon qu'elles abordent les problèmes sociaux et historiques par en haut, en observant le pouvoir, ou bien par en bas, en mettant en scène les masses ouvrières, paysannes. La 3e catégorie, c'est lorsque le narrateur s'investit dans son analyse, explicite sa démarche en voix off et quatrièmement, lorsque le cinéaste reconstruit son objet sans viser la reconstitution. Ferro reste la référence dans le champ académique français, quand il s'agit de parler de la représentation cinématographique du passé. Mais ceux qui s'en réclament retiennent la définition la plus large qui fait diluer l'objet cinéma-histoire. Le film, quelle que soit sa nature, est donc promu au rang de source historique. Par le biais du film, l'historien s'emploiera à reconstituer un équipement culturel révolu. Des initiatives de remise en scène et en selle de l'histoire se sont multipliées ces derniers temps en France, note Jean-Pierre Jancola. Le nouveau cinéma historique s'interroge sur le passé et mobilise les acquis et experts de la discipline historique, avec 10 à 15 ans de décalage. Les coordinateurs du volume intitulé De l'histoire au cinéma choisissent la perspective volontairement vague du couple cinéma et histoire. Jacques Rancière soutient par exemple que le cinéma a un rapport intrinsèque avec une certaine idée de l'histoire, et avec l'historicité des arts qui lui est liée. Le temps du cinéma est le temps d'une histoire et d'une historicité déterminée. Le cinéma apparaît dès lors comme un art capable d'exprimer l'historicité, plutôt que de représenter l'histoire. Le cinéma face à l'histoire est un numéro thématique de Vertigo, vite devenu ouvrage de référence, sorti à la suite d'un colloque et d'une série de projections organisées au début de l'année 1997 au Centre Pompidou, hautement médiatisé, dans ce domaine. L'éditorial, signé Christian-Marc Bosseno, donne clairement le ton, justifiant les choix éditoriaux de Christian Delage qui procèdent d'un extraordinaire détournement de sens du mot « histoire », auquel les nombreux co-auteurs du volume ont souscrit à une poignée d'exceptions près, d'autant plus facilement, que cela leur évitait toute obligation de cohérence par rapport aux autres textes. Cette livraison de Vertigo relève plus d'une position de l'historien, du critique et du spectateur face aux images, d'une position du cinéma dans L'Histoire, que de la traditionnelle problématique cinéma et histoire. Pour la plupart des auteurs du volume, décidément, tous les films sont historiques, c'est-à-dire source pour l'historien, mais non pas des représentations de l'histoire. Les cahiers d'histoire de l'Institut de recherche marxiste a consacré un numéro thématique à Centenaire du cinéma. Révolution et contestation, le cinéma et l'histoire. Il s'agissait d'étudier les révolutions comme mouvements sociaux. Ils s'intéressent à une autre histoire, celle des masses, des dominés. L'orientation légèrement partisane se traduit par une attention portée à la Marseillaise de Renoir, par exemple, comme enjeu politico-intellectuel à l'époque du Front populaire, etc. Mais ce choix est plutôt thématique que méthodologique.
L'objet de ce numéro est de mettre en évidence autour des thèmes historiques classiques de la Révolution française et plus généralement de la contestation sous toutes ses formes. Révolte, grève, manifestation. Le cinéma historique s'inspire énormément du théâtre, du roman et de la peinture. François de la Bretèque montre la voie royale pour échapper à l'aporie fidélité, construction par l'anachronisme et l'authenticité comme rapport au passé. François de la Bretèque dans son analyse des films en costume développe une théorie des médiations, qui peut fonder une recherche des traces d'histoire inscrites dans les images et les sons. Ce concept de médiation culturelle est en effet central pour une sociologie culturelle telle que nous la concevons. Il se propose d'étudier le cinéma de divertissement sur un corpus large et souligne l'analogie entre le péplum et le roman historique populaire. Le cinéma s'inspire de deux grandes traditions artistiques de la représentation du passé, la littérature et la peinture, l'histoire par le bas, la chronique, et l'histoire par le haut, la fresque. L'écriture du film historique évolue entre deux extrêmes, la fresque, le grand spectacle, le maniement des foules, les grands personnages, et la chronique, l'esthétique de reportage, l'immersion dans le quotidien. À ses origines s'ajoutent les chromos, l'illustration scolaire, la peinture pompière, le théâtre, l'opéra, la bande dessinée. Lui, on à des titres divers fournit non seulement des scènes de genre, mais aussi des modèles de représentation. L'astuce des cinéastes, en quelque sorte leur valeur ajoutée, consiste à présenter ce que personne ne saurait démentir, à faire glisser la caméra précisément, là où l'on ne peut savoir ce qui s'est réellement passé, car personne n'a vu le Roi Soleil ou Napoléon seul par exemple. Ce faisant, les films comblent des vides perçus comme insupportables. Ils expliquent des événements historiques par les secrets d'alcôve, selon les recettes éprouvées du roman populaire. Des cinéastes comme Straub, Bresson, Jeanne d'Arc, Romer, Perceval le Gallois ont exploré des modes de représentation bien particuliers de l'espace des sociétés passées, par le hiératisme, l'abstraction, la reconstitution de l'espace en rond. D'autres écritures filmiques du passé sont également très largement inspirées par la tradition picturale. Faux-semblants et trompe-l'œil, reconfiguration des perspectives, etc. La reconstitution historique est, à l'évidence, un art de la sélection, qui puise dans des contenus culturels très divers et réutilisés librement par les réalisateurs. Le film est affaire de perspective. Une perspective qui institue la représentation, y compris anachronique, en représentation vraisemblable. François de la Bretèque cite Roland Barthes. Souvenons-nous de Roland Barthes ironisant sur les anachronismes morphologiques, les visages tout modernes posés naïvement sur de fausses fraises ou de faux drapés, les sénateurs romains à tête de shérif. Toutefois, c'est cette représentation-là, aussi anachronique soit-elle, qui s'est muée en canon de la vraisemblance. Les modes de représentation s'inscrivent dans une tradition historiographique, iconographique et filmique, des représentations elles-mêmes. C'est cette perspective qui nous permet d'échapper à l'aporie fidélité factuelle, construction politisée, de l'histoire filmée. L'histoire représentée est évidemment une construction, mais elle est bien plus que cela, elle est rapport culturel au passé. Prisonnière bon gré mal gré, d'une approche historienne érudite, l'étude des représentations de l'histoire au cinéma se focalise pourtant sur les anachronismes, et l'on peut même aller jusqu'à dire que l'anachronisme constitue le mode par excellence de la représentation de l'histoire au cinéma, car le passé est par définition irreprésentable, en tant que tel. En effet, était-il possible de reconstituer la parole populaire naissante au moment de la constitution des cahiers de doléances, sans verser dans l'artifice ? L'anachronisme est une condition sine qua non de la représentation filmique de l'histoire. Mais l'anachronisme n'est qu'un mode mineur de la représentation, le mode majeur étant l'authenticité, la vraisemblance. La notion d'authenticité est en quelque sorte l'inverse du concept d'anachronisme. L'authenticité est l'objet d'une recherche indéfinie, toujours remise en cause par les générations suivantes. Elle résulte en fait d'un point d'équilibre fragile et instable, où le public fait confiance au film. C'est l'illusion référentielle, par laquelle à la vraisemblance du récit correspond le réalisme du détail. Comme les règles de l'anachronisme et de l'authenticité au cinéma sont en constante mutation, ce sont ces codes cinématographiques et leur évolution qu'il s'agit de suivre et de décrire. Une fois que nous avons mis en évidence les stratégies d'anachronisme et les stratégies d'authenticité, comme autant d'angles de vue socioculturels,
et renoncer à l'illusion de la représentation parfaite, il ne reste plus, pour le sociologue du film historique, qu'à analyser les pratiques des agents du champ cinématographique, leurs choix, décisions esthétiques de l'auteur, fonction de sa position dans le champ, etc. et les contraintes qui pèsent sur eux, la culture historique de la société donnée, ou bien interne, subie selon la logique propre au champ. Et très vite, les deux notions, les deux stratégies sont réconciliées. Quand nous songeons à la voix off, aux intertitres, aux cartes, il faudrait dès lors établir une classification des divers ordres de phénomènes filmiques regroupés sous l'appellation d'anachronisme nécessaire, d'après Lukács. Partant, la représentation fidèle paraît souvent inauthentique. Annie Goldman relève à propos de Madame Bovary que Chabrol cite des phrases de Flaubert de manière littérale. Ce qui marque un décalage ou un écart entre la langue de l'époque et celle du spectateur. Ce qui paradoxalement, plutôt que de la réduire, creuse la distance entre le spectateur et l'époque représentée. Voici donc un exemple de stratégie d'authenticité à rebours. L'adaptation sera certes fidèle, mais l'univers historique représenté sera marqué par le sceau du passé, le passé de la langue française. À adaptation fidèle, représentation inauthentique. La représentation fidèle décrite par John O'Connor montre également que la passéité du passé, la représentation fidèle, éloigne le spectateur de l'époque représentée plutôt que de l'en rapprocher. Beaucoup de détails de la mise en scène étaient basés sur des recherches historiques. L'éclairage discret aux bougies visait à reproduire un intérieur du XVIe siècle, mais les spectateurs américains du XXe siècle pouvaient percevoir cela comme un trait romantique. Ce même problème de l'éclairage, fondamental pour un cinéaste, s'est posé à Bernard Tavernier avant le tournage de La Passion Béatrice. Il a dû opérer un choix difficile entre fidélité aux faits et vraisemblance. Antonio González cherche à définir un nouveau concept qu'il qualifie de néomythologie, où l'opération de transcodage s'effectue à l'avantage du discours filmique dans un va-et-vient entre le mythe grec, envisagé par l'auteur comme la réalité, faisant partie du patrimoine culturel commun, et ses versions péplum. Mettre en image un récit ou un événement déjà connu suppose soit l'adaptation fidèle que tous reconnaîtront, soit l'apostrophe. Émancipation, même partielle, soulevant une vive réaction des spectateurs censeurs siques. Dans cette optique, le metteur en scène n'est plus libre de son œuvre, mais doit se conformer à un savoir commun. Cette notion de savoir commun n'est pas sans rappeler le concept de savoir tacite. Sous la pression du public, le péplum abandonne la référence historique, même vague, ne retenant que des codes propres à la monstration filmique. La codification extrême, réduite à sa seule force physique et à sa corpulence athlétique. Serge Danet a consacré un article important à l'analyse des rapports cinéma-histoire à propos du Festival d'Édimbourg en 1977. L'histoire n'est pas un donné empirique, c'est un discours, un pont construit vers le passé pour servir au présent et à ses luttes. Les références théoriques étaient donc françaises, Althusser principalement, Derrida, et plus bancalement Lacan. Danet inscrit le point de vue des cahiers du cinéma en rupture avec ce quasi-consensus marxiste. Il leur était sourdement reproché de s'être écarté d'une position orthodoxe, au profit, via les entretiens avec Foucault et Rancière, d'un spontanéisme des plus suspects, sanglé dans les oripeaux de la mémoire populaire. Cette dernière, carnavalesque, est pourtant celle qui véhicule les savoirs historiques auxquels les films font référence lorsqu'ils déploient leur stratégie des apostrophes. Authenticité et de vraisemblance. La mémoire collective produit une reconstruction à la fois sociale et cinématographique du passé. Les auteurs anglo-saxons se placent dans une double perspective historienne. Sur le plan théorique, ils ont contribué de façon décisive à donner un nouvel élan à l'étude de l'authenticité historique du récit filmique. D'autre part, sur un plan plus pragmatique, leur perspective est originale dans la mesure où elle est celle de l'analyse du film en tant qu'instrument pédagogique de l'enseignement de l'histoire. Robert Rosenstone aborde le problème de la représentation cinématographique de l'histoire en polémiquant avec d'autres auteurs, et notamment en reprochant aux historiens d'être incompétents, de ne pas traiter la question majeure, celle de la possibilité même de représenter l'histoire. Ces questions sont d'autant plus importantes que les médias seront les sources de plus en plus exclusives en matière d'histoire, pour une partie écrasante de la population, dit-il. Mais il ne va pas jusqu'à affirmer, comme nous le faisons, que le cinéma lui-même finira par s'y conformer et par construire une authenticité sur ses bases,
aussi poreuse soit-elle d'un point de vue historiographique. Parmi les historiens, R. Girac était parmi les seuls à avoir compris que l'histoire écrite traditionnelle est trop linéaire et trop restreinte dans sa perspective, too narrow in focus. Seul le film peut représenter recover l'atmosphère vivante du passé, all the past is liveline SL. Mais Rosenstone rappelle aussi que quand les historiens pensent à l'histoire au cinéma, ce qui leur vient le plus probablement à l'esprit, c'est le drame historique hollywoodien comme Reds, Le Retour Martin de Guerre, Daniel Vigne, 1983, voire, plus bas, le gros budget dans lequel les costumes, les décors, sets et lieux authentiques, où les acteurs connus l'emportent sur les aspirations à la précision historique take precedence over atteint at historical accuracy. C'est-à-dire que l'authenticité se définit en termes de familiarité. Les lois du genre des historical romances font que les conventions, amour, action, confrontation personnelle, destins individuels, mouvement vers une apogée puis un dénouement, sont très codifiés. Aussi, le film historique, plutôt que d'accumuler des indications historiques à partir des données data historiographiques, fait-il émerger des éléments de vie. David Herlihy, qui a le sens de la formule, remarque que les notes de bas de page ne peuvent être filmées. Hayden White intervient également dans ce débat, pour réaffirmer le caractère spécifique de la représentation de l'histoire en introduisant un néologisme, une notion qu'il a lui-même forgée, à partir de histoire et de photo, historiophotie, la représentation de l'histoire et de nos idées sur elle dans les images visuelles SIC et le discours filmique, qui correspond plus ou moins aux critères de vérité et de rigueur qui sont supposés gouverner aussi la pratique professionnelle de la historiographie, la représentation de l'histoire dans les images verbales, SIC, et le discours écrit. Cette dualité se manifeste sous forme de défi que lance l'historiophotie à l'historiographie. La véracité truthfulness d'une séquence doit être basée non au niveau concret, mais à un autre niveau de la représentation, celui de la typification. Le film doit représenter un type d'événement. Et la véracité de la représentation dépend de l'aptitude du film à rendre probable ce type d'événement, en tant que type. Il relativise ainsi l'exigence d'exactitude de ses confrères. Souvent, pour assurer la légitimité de la représentation filmique de l'histoire en tant que discours réel sur le passé, les cinéastes ont recours à l'aide d'un historien expert appelé conseiller qui est surtout présent pour se porter garant. Symétrique de l'authenticité, la reconstitution viserait à faire adhérer le spectateur à des simulacres, c'est-à-dire de le situer au point de rencontre de deux visées, celle qui le transporte dans le passé, comme s'il y était, c'est l'apostrophe, illusion de réalité, et celle qui lui montre les choses mieux qu'il n'aurait jamais pu les voir, c'est la visée didactique. Georges Duby a collaboré ainsi à l'an 1000, Jacques Le Goff au nom de la rose, N.Z. Davis au retour de Martin Guerre, J.P. Peter Amoy, Pierre Rivière et un médecin des Lumières, etc. Le recours à l'historien expert est une nouvelle stratégie d'authenticité. La discipline historique, en intervenant dans le champ filmique, peut mettre en cause les traditions, largement inspirées par la peinture et la littérature, et les processus spécifiques de légitimation, l'adhésion du public, la reconnaissance de la critique et des compères, des œuvres culturelles produites par ce champ, mais elle peut tout aussi bien participer à l'invention cinématographique d'une représentation historique authentique. Prisca Morisset identifie les différentes raisons du recours à l'historien. Celui-ci est le détenteur d'un savoir dont le cinéaste a besoin. Il est en même temps un garant intellectuel, ce qui relève, dirions-nous, de la stratégie d'authenticité déployée au sein du champ culturel global, où l'historien jouit depuis les années 1970 et particulièrement entre 1975 et 1985, un prestige, capital symbolique, dont il peut faire bénéficier le cinéaste indirectement grâce à sa médiatisation. Dans le cas du Nom de la rose de Jean-Jacques Hano, par exemple, toute une équipe d'historiens et d'historiens de l'art est engagée. Les motivations des historiens sommairement, outre l'attrait du cinéma ou de manière anecdotique, la rémunération, sont les suivantes. La volonté d'améliorer l'image cinématographique du passé, le désir de vulgariser leurs recherches, mais aussi, le fantasme de la reconstitution. Le travail quotidien, la collaboration effective dépendent de beaucoup de facteurs, dont l'entente entre le réalisateur et le cinéaste, mais aussi de l'importance du budget du film. Le Nom de la rose est une vaste entreprise qui ne permet pas l'échange quotidien direct entre conseillers et cinéastes.
ce sont des spécialistes, décorateurs, maquilleurs, qui consultent les conseillers eux-mêmes nombreux et spécialisés dans tel ou tel aspect. Notons que cette collaboration n'est pas forcément directe. Il peut s'agir de lectures que le cinéaste vit comme un rapport direct au savoir historien. Les conflits, lors de la collaboration entre cinéastes et historiens, sont nombreux. C'est que le geste de la transgression, de la création d'une œuvre fictive est occulté dans la situation de départ, lorsque le cinéaste demande à l'historien de l'aider à retrouver le passé tel qu'il était, et celui-ci ne perçoit pas que ce geste ne vise pas à représenter fidèlement le passé, mais à simplement accréditer le film comme représentation fidèle de l'histoire. Le cinéaste, dans sa pratique de cinéaste pendant le tournage, vise la vraisemblance, l'illusion de réalité pour le spectateur, tandis qu'au cours de son activité d'acteur du champ culturel intellectuel, il met en récit, dans des interviews en général a posteriori, mais pas forcément, sa conception de l'authenticité du film. Cependant, l'historien aspire à l'exactitude factuelle. En somme, même si des historiens, Martial Landy, expriment leurs doutes sur la manière de représenter l'histoire au cinéma et dénoncent le caractère mélodramatique des films d'histoire, l'attitude dominante des historiens est celle de l'indulgence face à ce genre cinématographique et une volonté de collaboration. Si le cinéma est bien un champ, au sens de Pierre Bourdieu, où s'exercent des contraintes de diverses natures filtrées par l'état des rapports de force à un moment donné, ainsi que par les institutions dans lesquelles ces rapports s'expriment et les idéologies qui les expriment, il ne s'agira plus seulement de faire l'histoire du cinéma, ou bien l'histoire du film histoire, mais de mettre en évidence la structure de ce champ, soumis à un processus de transformation lui-même structuré et qui structure à son tour les positions et prises de position des uns et des autres. La méthode, que Sylvie Lindeberg se propose d'employer, remonter le parcours du film fait au film en train de se faire, est celle de toute science humaine qualitative qui s'intéresse aux pratiques et ne se contente ni des produits finis ni des discours sur ces pratiques. Cette praxis est le lieu où les stratégies de vraisemblance des uns et des autres sont mises en œuvre, où l'habitus et les schémas de perception, de réception et d'action qu'ils recèlent forment, déforment et reforment le film. Cette méthode de l'étude des scénarios et autres traces écrites de l'élaboration du film permet notamment d'identifier les moments de construction des interdits qui frappent la représentation cinématographique de la Seconde Guerre mondiale en particulier, les modalités d'intervention des pouvoirs publics et de retrouver des traces d'autocensure. Mais pour l'historienne, il s'agit aussi de mettre en évidence les enjeux latents et les enjeux implicites, même quand ils ne laissent pas des traces écrites. Lindeberg veut surtout insister sur les contenus latents des films que nous appelons la connotation et qui se révèle grâce à l'analyse de films, condition sine qua non de toute recherche en histoire ou sociologie du cinéma. De même, l'horizon d'attente, la réception, le public ne peut être négligé. Lindeberg plaide pour l'étude du scandale et du consensus, figures extrêmes de la réception cinématographique. Pour nous, scandale et consensus sont les modalités majeures, et pas tellement extrêmes, de la réception du film historique en particulier au sein du champ culturel. Le scandale a pour propriété d'élargir le champ de la dispute à toutes sortes d'acteurs extérieurs au champ cinématographique. Des associations au gouvernement, mobilisant des arguments eux aussi extérieurs, politiques ou culturels. L'étude du consensus présente un grand intérêt pour des raisons symétriques inverses. La récurrence des non-dits, des fausses évidences, dans la bouche de critiques au profil dissemblable, des journaux diversement situés sur l'échiquier politique et s'adressant à des lectorats très variés, illustre l'accord profond de la société réceptrice sur telle ou telle variante de la mise en image du passé. Il convient dès lors de compléter les avis de la critique par d'autres indicateurs, le plébiscite, la critique et les sanctions du public. Aussi insatisfaisants soient-ils, les chiffres d'exploitation permettent de distinguer les flamboyantes réussites des échecs retentissants, la grande vadrouille, ou rit des honneurs de la guerre de Jean de Wever. On pourra en principe nuancer ces chiffres en tenant compte des ratios budget-recettes et fauteuil-entrée, qui permettent de souligner le succès réel des films à petit budget ou à l'inverse, l'échec relatif de grosses productions, comme le propose Jean-Pierre Jancola. N'oublions pas une donnée fondamentale. Le film à succès est en effet fréquemment utilisé comme une matrice permettant d'engendrer toute une série de produits dérivés. L'insuccès au box-office renvoie à un mode de bannissement, réservé aux hérétiques ou aux œuvres iconoclastes. À l'inverse,
Les films à succès font d'un cinéaste un artiste consacré, canonisé, voire panthéonisé, et de son film une œuvre légitime. J'emploie la terminologie bourdieusienne. C'est entre ces deux extrêmes, pôle limite du champ cinématographique, où l'intervention extérieure venant du champ culturel plus large ou encore du champ politique etc. est patente, que s'étend l'espace d'autonomie relative du champ cinématographique. Il s'agit alors, de l'aveu même de l'historienne, d'emprunter quelques grilles et concepts à la sociologie, en situant les producteurs du discours cinématographique dans un milieu professionnel ayant ses logiques propres. Le consensus autour de tel ou tel film, aussi bien que le scandale, peuvent être les indicateurs de la signification culturelle, au sens de Weber. L'idée de consensus peut être opérationnalisée à travers la notion de consécration sociale. Par cette méthode d'échantillonnage sociologique, c'est la reconnaissance par les institutions du cinéma, prix et ou les critiques et ou le public qui devra être prise en compte. De même, l'idée de scandale peut être rapprochée de la notion d'hérésie au sens de Bourdieu. En fait, le consensus, prix, concert de louanges, succès au box-office, ou le scandale ne sont que les deux pôles d'un même espace des possibles. Les films historiques sont, nous le verrons, souvent objets de polémiques mêlant louanges et réprobation. Ils deviennent significatifs au sens weberien dans la mesure où ils sont mis à l'ordre du jour de l'espace public politico-culturel. La présence de deux sources laudatives au moins indique une certaine reconnaissance que la société manifeste à l'égard d'une œuvre, succès critique et public. Hiroshima a pourtant été écarté de la compétition à Cannes, mais aussi critiqué par certaines franges politisées des spectateurs. C'est la structure du champ culturel tout entier qui doit en tout cas être prise en compte pour l'analyse des formes sociologiquement significatives de représentation cinématographique de l'histoire. Tandis que le cinéma construit l'histoire et ses représentations, le champ culturel construit l'authenticité ou l'inauthenticité de ces représentations. D'un point de vue sociologique, c'est la construction sociale de l'authenticité des représentations cinématographiques de l'histoire que nous devons analyser en premier lieu. Se référant à Sorlin qui se réfère lui-même à Bourdieu, Lindeberg elle-même introduit la notion de champ pour dépasser la théorie du reflet et lui substituer la métaphore du prisme qui aboutit à la diffraction du réel historique. Plus qu'une position de fait occupée dans le champ, c'est une appréciation de cette situation par les intéressés qu'il s'agit de mettre en évidence dans sa dynamique propre, souligne Tétel. Sans oublier que le champ s'inscrit lui-même dans une certaine tradition de la représentation, des guerres par exemple. Mythe, transformation, récit, déformation, amplification, résurgence sont les termes qui décrivent l'usage des faits du passé dans le présent. En l'occurrence, il s'agit de comprendre comment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avait été convoquée, refigurée et réinventée par le cinéma français en fonction des enjeux multiples du temps présent. Quant à moi, je souscris à cette formulation à cette différence près que la représentation, la réinvention du passé, n'est pas fonction des seuls enjeux, entendez politiques, du présent, car l'histoire filmée a son horizon d'attente et sa tradition, un stock commun de connaissances et de représentations, bref, une culture propre. Le passé est d'abord soumis aux infiltrations du légendaire, avant d'être remobilisé. Pour décrire les mécanismes précis de cette remobilisation, il faut remonter du film fait au film en train de se faire, et clarifier le rôle joué par chaque intervenant dans l'élaboration collective du film, permet de révéler les enjeux et les arbitrages dont il est l'ultime aboutissement. C'est donc une histoire sociale du film sur le passé. Étudier les repentirs du scénario, les premiers synopsis, versions intermédiaires du découpage, contrat ou lettre d'engagement, avis de censeur ou correspondance entre les différents agents impliqués dans le processus, etc. Néanmoins, il ne s'agit pas de renoncer à l'analyse de film. Tout au contraire. Il faut entrer dans la diégèse pour en extraire le sens. 3. La sociologie du cinéma historique. L'idéal type au sens weberien, que j'esquisserai ici, sera celui de l'image-histoire et celui de l'image-mémoire, deux modèles de connaissance des représentations cinématographiques du passé qui seront plus ou moins adaptés pour l'analyse de tel ou tel film donné. Avec l'avènement de l'image-temps, le passé filmique lui-même change de dimension et devient image passée, entremêlant mémoire et histoire de la mémoire et mémoire des images historiques, etc.
C'est à l'intérieur de cet ensemble, qu'est l'image passée, que l'image mémoire et l'image histoire s'agencent comme deux pôles de la temporalité cinématographique. C'est dans cet esprit que la méthode de l'idéal type sera appliquée. Autrement dit, il s'agit de dégager les doses de deux types de rapports au passé distincts mais comparables. Cet idéal type comme modèle sera caractérisé par un certain nombre de stratégies d'authenticité et des procédés de mise en scène du passé, donc à la fois des traits sociologiques et esthétiques. L'image histoire et l'image mémoire sont nos deux modèles de connaissance des représentations cinématographiques du passé. Le champ de production de films historiques est structuré autour de ces deux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.